Bonsoir à tous. Église du Monde tourne son regard vers l'Espagne à l'approche du référendum prévu le 1er octobre sur l'indépendance de la Catalogne, cette région autonome du nord-est du pays, avec des tensions qui montent entre le gouvernement et les autorités catalanes, des manifestations d'indépendantistes. Alors comment les chrétiens, eux, se situent dans ce débat? Et puis après les attentats meurtriers de Barcelone et de Cambrils cet été, eh bien, nous allons parler du dialogue avec l'islam en Espagne. Qu'en est-il dans ce pays qui est marqué par son histoire, par son passé musulman? On reviendra aussi enfin sur le changement progressif de physionomie de l'épiscopat espagnol depuis quelques années, depuis l'arrivée du pape François. Cet épiscopat qui compte 2 nouveaux cardinaux, Monseigneur Carlos Osoro Sierra, archevêque de Madrid, et le cardinal Juan José Omelia, archevêque de Barcelone. Alors, qui sont-ils et que signifient ces choix du pape? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Cette question-là et toutes les précédentes avec notre invité, Benoît Pellistrandi. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous rejoindre sur le plateau d'Église du Monde. Vous étiez déjà venu, c'était en 2014. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne. Alors, on va revenir évidemment sur cette actualité qui est assez prédominante, assez préoccupante, qui touche l'Espagne. C'est le référendum prévu en principe le 1er octobre concernant l'indépendance éventuelle de la Catalogne. Alors dites-nous tout d'abord pourquoi est-ce que la Catalogne voudrait cette indépendance? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles actuellement la Catalogne s'est lancée dans ce bras de fer avec les autorités de Madrid et la constitution en fait madrilène. Donc il y a depuis plus d'un siècle un sentiment d'identité catalane qui a toujours cherché à s'exprimer à l'intérieur de l'État espagnol. Il y a aussi 2 courants dans ce nationalisme. Un courant plutôt conservateur, qui d'ailleurs a de forts liens avec le catholicisme, et puis un courant révolutionnaire, et on a vu l'opposition de ces 2 courants nationalistes dans les années 30 en Espagne, et on sait la manière dramatique dont ça s'est terminé. Alors, fort heureusement, ce sont des histoires qui sont normalement largement passées, et puis au moment de la transition démocratique et de la construction d'une nouvelle Espagne, on est revenu à l'idée d'une décentralisation de l'Espagne, de la reconnaissance de la singularité de la Catalogne, de l'identité catalane. Il y a notamment une langue qui est parlée par beaucoup d'habitants de Catalogne. Et donc, on a fait un statut d'autonomie qui donne à cette région quasiment la totalité des compétences d'un État, à l'exception de la fiscalité, des affaires étrangères et de la défense. Mais elle a un gouvernement, elle a un parlement, et il y a, depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 35 élections en Catalogne à tous les niveaux, c'est-à-dire élections nationales, élections régionales ou élections municipales, et 3 référendums, dont un pour approuver la Constitution de 1978. Et à l'époque, la Catalogne avait voté de façon enthousiaste, puisqu'il y avait eu 91% de oui. Alors à l'échelle nationale, c'était 88%, et donc la Catalogne était un peu au-dessus de la moyenne nationale. Et puis, il se trouve que le développement du nationalisme, et notamment au niveau de l'éducation, a quand même pour effet de durcir l'identité catalane et de conduire au sentiment que on est plus catalan qu'espagnol, et qu'on ne peut pas être catalan et espagnol. Et aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de ce mouvement de fond qui fait que certains disent « mais nous ne nous sentons plus espagnols ». Vous ajoutez à cela un peu de manipulation politique, des considérations matérielles aussi, parce qu'il y a la grande idée que la Catalogne étant riche, elle paye beaucoup trop pour le reste de l'Espagne. Et il y a eu, en 2015, des élections régionales qui ont donné une majorité, au moins en termes de sièges, à des indépendantistes au sein du Parlement catalan, et qui ont en plus besoin, pour avoir la majorité absolue, du soutien d'un petit parti radical d'extrême gauche, ultra-indépendantiste. Et du coup, il y a une dérive, et nous sommes actuellement dans l'aboutissement de cette dérive, puisque, et c'est ça qui est en réalité très grave, les autorités de Catalogne, qui tiennent leur légitimité de la Constitution et de l'État de droit espagnol, nient à la Constitution et à cet État espagnol leur légalité et leur caractère démocratique. Le président de l'autonomie de Catalogne a quand même traité l'Espagne d'État totalitaire et a appelé les forces de sécurité des forces d'occupation. Un climat social très tendu. Voilà, très tendu et sur des termes qui sont
profondément dangereux parce qu'on sème la haine et la discorde. Les chrétiens, dans tout ça, comment est-ce qu'ils se situent dans ce débat, les chrétiens catalans? Alors, on vient d'avoir un communiqué de la conférence épiscopale de la province de Catalogne. Alors, ce n'est pas exactement une conférence épiscopale, mais ce sont les évêques de Catalogne qui signent un communiqué dans lequel ils demandent de respecter le droit, le dialogue et les institutions. Ils ont été très prudents, ils ont parlé des institutions pour ne pas dire la Constitution, pour ne pas engager du coup un bras de fer. Comment il faut entendre ce message? Comment vous l'entendez, vous, alors? Moi, je l'entends comme effectivement une demande d'apaisement et un respect à l'état de droit. Donc, en réalité, je pense que l'épiscopat catalan, qui lui-même est divisé, veut adopter un profil bas, ne veut pas se ranger du côté des indépendantistes, mais ne veut pas non plus apparaître comme une sorte de bras armé de Madrid. Mais en même temps, les termes du communiqué sont assez clairs et ils disent bien dialogue et respect des institutions. Et on le sait aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais quand il y a eu la messe pour les victimes des attentats de Barcelone, le cardinal archevêque de Barcelone, Juan José Omelia, a beaucoup insisté sur l'unité. Alors, pas simplement l'unité politique, mais l'unité qui permet de vivre ensemble. Et je pense que l'Église en Catalogne aujourd'hui est très inquiète des tensions qui risquent tout simplement de mettre en péril le vivre ensemble. Voilà. Vous évoquiez cet épiscopat, ou les évêques de Catalogne qui ne sont pas tous sur la même ligne. Dites-nous un petit peu quelles sont les sensibilités par rapport à ça. Alors, il y a eu un lien, je l'évoquais tout à l'heure, très fort entre le catholicisme et le nationalisme. Et il y a un haut lieu spirituel en Catalogne, l'abbaye bénédictine de Montserrat, où vous avez une Vierge noire qu'on appelle la Moreneta, et c'est un lieu sacré pour tous les Catalans. Ça a été aussi un lieu d'éducation politique pour beaucoup de dirigeants nationalistes catalans, et il y a eu aussi, à l'intérieur de l'Église catholique, un rôle essentiel dans la transmission de la langue catalane. D'accord. Alors, ensuite, il se trouve qu'il y a eu la demande d'avoir des évêques catalans pour la Catalogne. Et les deux prédécesseurs de Monseigneur Omelia à Barcelone, le cardinal Carles et le cardinal Sistac, sont des catalans. Monseigneur Omelia, lui, est aragonais. Il vient de l'extérieur. Et je crois que le pape François est attentif justement à empêcher une forme de cristallisation qui ferait de l'Église catalane une Église nationale catalane. Et ce n'est pas du tout ce qu'il recherche. Mais vous avez aussi du coup des évêques dans les zones rurales. Et je pense par exemple à l'évêque de Solsona. Solsona, c'est dans la province de Lérida. C'est un évêque indépendantiste qui le dit très clairement. Il le dit. Vous avez plusieurs curés de paroisse aussi qui n'ont pas hésité à mettre au sommet de leur clocher le drapeau qu'on appelle la Estelada, qui est un drapeau catalan avec une étoile blanche sur fond bleu, qui est le signe de l'indépendance. Donc vous avez un courant de l'Église catholique qui effectivement naît dans cette éducation politique et culturelle autour du nationalisme catalan, défend l'idée de l'indépendance. Ça veut dire que les Catalans sont divisés entre eux. Il n'y avait pas de raison que l'Église ne soit pas divisée. Mais le cardinal archevêque de Barcelone, il a un diocèse de 3,5 millions d'habitants, avec une structure sociale et linguistique très différente, par exemple, de l'évêque de Solsona. L'évêque de Solsona, c'est la Catalogne rurale, et là, pour le coup, c'est une Catalogne très identitaire. D'accord, voilà, et c'est là-dessus que ça joue. Le cardinal Omelia, lui, il a une métropole qui est une métropole européenne, avec une population qui n'est pas 100% catalane, où vous avez des immigrés, alors les immigrés lesquels? Des Espagnols venus d'autres régions, notamment beaucoup d'Andalous, mais pas seulement, et puis effectivement une population immigrée, des Hispano-Américains, et aussi une population venant du Maghreb ou d'Europe de l'Est. Alors c'est quoi en quelques mots les spécificités en tout cas de l'Église en Catalogne? Vous parliez de la langue, mais voilà. Alors la langue c'est très important parce qu'il faut imaginer que le catalan a quasiment disparu au cours des siècles. Et ce n'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle qu'on va ressusciter le catalan sous forme écrite. Il avait survécu à l'oral dans les campagnes. Et donc le catalan, c'était la langue des paysans, c'était la langue des pauvres. Et il va y avoir tout un mouvement de renaissance culturelle autour du catalan. Vous dites l'Église y a largement Alors l'Église contribué. y a beaucoup contribué. Il y a beaucoup contribué. Et ensuite, l'enjeu, c'était notamment de prêcher en catalan. Et on sait que
il y a eu un premier épisode de dictature entre 1923 et 1930 où le catalan a été interdit. Sous Franco, le catalan n'était pas interdit, sauf justement dans les manifestations publiques. Alors, certains prêtres ont fait exprès de prêcher en catalan, et il y a eu des incidents forts dans les années 60 où certains prêtres ont été arrêtés pour avoir prêché en catalan. Donc, on paye là le prix aussi à la fois d'une histoire très compliquée, et puis de maladresse historique très lourde. Affaire à suivre donc dans les jours qui viennent concernant ce référendum du 1er octobre. On revient à présent sur les attentats, bien sûr, qui ont frappé l'Espagne cet été. On fait 16 victimes, près de 130 blessés. Alors on va en voir quelques images. Le 20 août, une messe en mémoire des victimes était célébrée en la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone. Donc, messe présidée par l'archevêque de la ville catalane, le cardinal Juan José Omelia. De nombreux fidèles, très nombreux fidèles, étaient réunis dans la basilique, mais également des personnalités officielles, parmi lesquelles le roi Felipe VI et son épouse, la reine Laetitia, le Premier ministre Rajoy. Alors dites-nous un petit peu, voilà, quel a été un peu le contexte autour de cette célébration et qu'a dit le cardinal, s'il faut retenir quelques mots de l'homélie du cardinal. Il y a eu un moment de sidération, puisque l'Espagne est un pays qui a été beaucoup frappé par le terrorisme, et qui était un terrorisme endogène, c'était le terrorisme basque. Et puis tout le monde se souvient des attentats de mars 2004, 192 morts à Madrid, et qui avaient du coup eu pour effet secondaire la fin du terrorisme basque, parce que l'utilisation de l'arme de la terreur devenait politiquement absolument insupportable. Et l'Espagne, pendant longtemps, a été à l'abri du terrorisme. Ce n'était plus une cible principale. Et les Espagnols ont cru à un moment être sortis de l'écran radar des terroristes. Et puis, il y a eu donc cet attentat de Barcelone, dont on sait aujourd'hui que c'est un attentat en partie raté, parce que la police a mis très clairement à jour que l'objectif ultime des terroristes, c'était un attentat contre la Sagrada Familia, qui est un haut lieu touristique. Ils avaient quand même rassemblé 120 bonbonnes de gaz qui auraient dû exploser. Ça aurait été absolument un carnage épouvantable. Donc il y a eu une très grande émotion et un moment d'unité, ce qui a été absolument extraordinaire. Vous avez raison d'insister sur la présence de ces personnalités. On a vu le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, à côté du président de la Généralité de Catalogne, alors qu'ils ne se parlaient plus. Et là, on les a vus discuter justement autour du roi. Il faut noter aussi la présence du président du Portugal, qui a marqué sa sympathie, et je le dis parce que les autorités françaises n'ont pas été très présentes, alors que c'est un pays voisin. Et cette messe à Barcelone avait pour objectif de consoler. Et c'est ce qu'a dit le cardinal Omelia dans son homélie. Alors d'abord, ça permet de voir ce nouveau temple qui a été consacré par Benoît XVI. Parce que la Sagrada Familia, il ne faut pas oublier que la construction remonte à la fin du XIXe siècle. C'est un temple expiatoire. L'idée de Gaudi, qui est un architecte catalan, c'est justement de faire de ce lieu un lieu où on prie pour demander le pardon des péchés du monde. Et on sait que ce projet fantastique a pris un retard fabuleux et normalement, il devrait être achevé en 2026 à l'occasion du centenaire de la mort d'Antonio Gaudí, dont d'ailleurs le procès de béatification a été introduit auprès des autorités ecclésiastiques. Et ce qui est assez fabuleux quand même, c'est de voir ce temple en train d'être construit et qui est quand même une réussite architecturale et artistique. Donc on a un nouveau lieu spirituel. Et je crois que c'est important que ce lieu, finalement, finisse par dire quelque chose de l'histoire de la ville de Barcelone. Et c'est pour ça que je pense que le cardinal Omelia tenait à ce que ça ait lieu dans cette église. Il avait choisi comme évangile l'épisode de la femme cananéenne qui demande à Jésus une intervention pour guérir sa fille. Et le cardinal Omelia a bien insisté sur le fait que c'était une femme étrangère. Et donc, l'idée, je pense, c'était à la fois de dire « Attention, cet attentat vient effectivement d'immigrés vivant en Espagne et qui sont des étrangers, certes, mais tous les étrangers ne sont pas comme ça, donc être attentif à l'étranger. Mais je pense aussi qu'il y avait un message subliminal par rapport à la situation en Catalogne, où, à force d'essayer de faire naître une sorte de catalan imaginaire, on crée des étrangers là où il y avait de l'unité. Et je sais, on a su par des indiscrétions que le président de la Généralité de Catalogne n'a pas beaucoup apprécié le sermon, qui pourtant est tout sauf politique, mais justement qui essaye d'aller à
niveau spirituel plus élevé. Et je crois que ce sont des paroles de réconfort qui ont quand même marqué la société catalane. Vous évoquiez ces auteurs, des immigrés qui ont quand même grandi en Espagne, d'origine marocaine. Est-ce que ça a soulevé des débats sur l'intégration, sur l'islam en Espagne? Beaucoup. Oui. Il faut se rendre compte que l'Espagne, dans son rapport avec l'islam, l'expérience de l'immigration, c'est tout récent. En 1995, vous avez 0,5% de population étrangère en Espagne. Aujourd'hui, 11,5%. Donc, en 20 ans, la physionomie de la société espagnole a complètement changé. On sait aussi que l'Espagne a été un lieu, c'est un des éléments de l'identité espagnole, un lieu du combat entre l'islam et le christianisme. Et qu'il y a eu à la fois la conquête musulmane, puis la reconquête, la fameuse Reconquista. Du coup, on sait aussi que chez Daesh, il y a une sorte de fantasme autour de la reconquête de Al-Andalus. Bon. Mais il faut prendre ça au sérieux, parce que même si à nous, ça nous paraît complètement délirant, ce sont des éléments mobilisateurs pour certains. Donc, le rapport, en fait, entre les Espagnols et l'islam est beaucoup un rapport d'ignorance. Et le nouveau président de la commission épiscopale chargée du dialogue interreligieux n'hésite pas à écrire, dans un texte qu'il a écrit au mois de mars, que l'Espagne n'a pas d'expérience dans le dialogue interreligieux. Donc, je vais presque dire, on part de zéro. Autre élément, après les attentats de Madrid en 2004, le saint patron de l'Espagne, c'est Saint Jacques. Et Saint Jacques est apparu en 841 lors de la bataille de Clavijo, selon les traditions espagnoles, et il aurait aidé les troupes chrétiennes à vaincre les troupes musulmanes. Et donc, depuis ce jour-là, Saint Jacques est Saint Jacques Matamor. Eh bien, les évêques espagnols ont pris la décision de retirer les images de Saint Jacques Matamor pour ne pas heurter la sensibilité et qu'il n'y ait pas de contresens. Parce qu'effectivement, si on a l'impression, on voit un tableau ou une statue de Saint Jacques Matamor dans une église, certains pourraient se dire, voilà, c'est vrai que quand on est sur des représentations qui ont 12 siècles ou 13 siècles, la signification aujourd'hui est complètement différente. Donc l'Église est très prudente par rapport à ces questions-là. Et la prudence, justement, vous évoquiez le président de la Commission des relations interconfessionnelles, Monseigneur Adolfo González Montes, qui est également l'évêque d'Almeria. Bien, nous lui avons posé la question de savoir comment se passait ce dialogue islamo-chrétien, et vous allez le voir, sa réponse peut surprendre. Il était interrogé par Olivier Kerenfleck. Los que estamos comprometidos con el diálogo interreligioso experimentamos una gran frustración y contrariedad. Los atentados desalientan y ponen un obstáculo real al diálogo, pero no podemos dejarnos paralizar ni desalentar. En general, las comunidades islámicas no son fácilmente integrables en la sociedad receptora. Es una ley bastante general. Mantienen una fuerte personalidad y tendencia a recrear sus propias comunidades de origen. En este contexto hay muchos jóvenes que han nacido aquí o crecido aquí y sus familias forman parte del tejido social de las poblaciones desde años. Cabría esperar su mayor integración cultural y social. Pueden realmente caer en la trampa, pueden radicalizarse. Son motivados estos jóvenes por el adoctrinamiento religioso de corrientes extremas de interpretación del Islam, realmente existentes. Esto hace evidente que no se sienten parte del colectivo nacional y social receptor que acoge a sus familias. Hay que reconocer en este sentido un cierto fracaso en la voluntad de integración, si es que no queremos engañarnos. La Iglesia en España está interesada y comprometida en el diálogo interreligioso. Respalda y defiende los derechos de las comunidades religiosas no cristianas. Sin embargo, el diálogo entre cristianos y musulmanes tiene dificultades por la identidad muy diferenciada de nuestras confesiones religiosas y por nuestra historia. Por otra parte, el diálogo de expertos no es fácilmente trasladable a las comunidades cristianas y musulmanas. Se necesita el compromiso de los responsables religiosos de ambas comunidades para trasladar a los fieles cristianos y musulmanes el diálogo y la convivencia. Voilà, alors Monseigneur Montes, une réaction, Benoît Pellistrandi, Monseigneur Montes qui parle de ces communautés qui ont du mal à s'intégrer dans la société d'accueil parce qu'elles conservent leur culture, etc. Donc ça c'est un langage qu'on n'entend pas beaucoup en France. Comment est-ce que vous voyez, vous, la situation en Espagne ?
En plus, il est évêque d'Almeria, donc il sait parfaitement de quoi il parle, parce qu'il y a une main-d'œuvre, notamment dans l'agriculture, qui est ultra marginalisée et qui est véritablement exploitée. Donc, qui est saisonnière aussi. Saisonnière. Donc, ouais. on ajoute aussi beaucoup de difficultés sociales et économiques qui rendent encore plus compliquées les affaires. Il rappelle aussi quand même cette trajectoire historique singulière de l'Espagne. L'Espagne a une unanimité religieuse de la fin du XVe siècle jusqu'à les années 50-60 du XXe siècle. Il n'y a pas de protestants en Espagne, ou très peu. La communauté juive est ultra réduite. Aujourd'hui, il y a quelques anglicans, mais donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'expérience du dialogue interreligieux. Et du coup, quand on a une expérience du dialogue œcuménique, c'est un moyen, c'est pas tout à fait la même chose que le dialogue interreligieux, mais c'est déjà une première étape. Et donc là, effectivement, il le dit, le dialogue entre experts n'est pas transposable à l'expérience des communautés. Vous avez une sorte de, j'hésite à utiliser le mot, mais une forme de racisme ordinaire dans la population espagnole qui, effectivement, voit les communautés immigrées très différentes. Donc, c'est assez compliqué, c'est très difficile. Finalement, c'est comparable avec ce qui se passe ici ? Alors, c'est en train d'être comparable, notamment, on le voit, il y a des formes de décalage. Par exemple, l'affaire du voile commence à arriver en Espagne. On voit aussi la question de la revendication dans les cantines de certains usages alimentaires. Donc, en réalité, ce qui est d'ailleurs passionnant de voir, c'est que ce sont des thématiques européennes, mais qui ensuite sont enrichies, j'allais dire, des singularités nationales et culturelles. Des initiatives de terrain, est-ce qu'il y en a beaucoup sur ce dialogue Pas beaucoup, justement, parce qu'il y a une forme d'homogénéité assez compacte de la sociologie catholique espagnole. Donc, ce sont des choses assez marginales ou, au contraire, très intellectuelles. Donc, les choses ne sont pas évidentes. Et par ailleurs, il y a aussi une grande prudence parce que, ce que je sais en préparant l'émission, je me suis un peu informé, il y a aussi des conversions de musulmans à la foi catholique. Et que ça, c'est du matériel explosif, parce que si ça se diffuse trop, on crée les conditions d'une cassure très forte. Alors, par ailleurs, l'autre difficulté considérable, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur facilement identifiable. Et l'un des responsables de la cellule terroriste qui a été désactivée à Barcelone, c'était l'imam de Ripoll. Donc ça pose d'énormes difficultés. Et là-dessus, effectivement, il faut beaucoup de travail et beaucoup de discernement pour savoir avec qui je peux dialoguer et qui ne me mène pas en bateau. Il n'y a pas l'équivalent du Conseil des musulmans de France. Il n'y a pas ces structures-là. CCM. Alors, pour la dernière partie rapidement de cette émission, on va évoquer le visage de l'épiscopat qui évolue petit à petit depuis le début du pontificat du pape François, avec deux cardinaux, je le disais, le Carlos Osoro Sierra, qui est l'archevêque de Madrid depuis 2014, également vice-président de la conférence épiscopale, on le voit ici sur ces images. Il a été créé cardinal lors du consistoire du 19 novembre 2016. On le surnomme le François espagnol. Vous nous en aviez parlé quand vous êtes venu en 2014. Dites-nous brièvement, qui est-il ? Alors, Carlos Osoro est né en 1945. Il est nommé archevêque de Madrid en 2014. Auparavant, il avait été archevêque de Valence, avant archevêque d'Oviedo et auparavant évêque de Ourense. Donc il a fait la Galice, les Asturies, Valence et Madrid. Et ça, c'est assez fréquent dans les carrières épiscopales espagnoles. On bouge beaucoup. En général, on est évêque une petite dizaine d'années dans un diocèse. C'est quelque chose qui s'est mis en place depuis presque une soixantaine d'années. Alors, donc c'est un archevêque qui arrive relativement âgé. Il a 69 ans quand il prend sa responsabilité à Madrid. On l'appelle effectivement le François espagnol parce qu'il y a d'abord une ressemblance physique et puis c'est quelqu'un d'extrêmement simple. Qui plus est, la succession avec le cardinal Rocco Varela, qui était l'archevêque inamovible de Madrid il avait été nommé, je crois, en 1996 et il a duré 20 ans, a été très compliquée. Y compris en refusant de quitter le palais épiscopal. Et donc, il y a eu en plus un jeu de chaises musicales parce que le cardinal, le cardinal maintenant Osoro, a été nommé archevêque de Madrid, ce qui a permis au cardinal Canizares, auparavant primat d'Espagne, cardinal archevêque de Tolède, et qui avait été nommé préfet pour la congrégation du culte divin à Rome, de revenir comme
archevêque métropolitain, mais cette fois-ci archevêque de Valence, ce qui n'est pas tout à fait une carrière logique. Enfin, si on suit l'idée d'un cursus honorum, il y a une sorte de rétrogradation. Alors ça, je dirais, c'est un peu une vision anecdotique des choses, parce que je pense que le pape François doit bien rappeler aux évêques qu'ils sont là pour servir le peuple de Dieu. Et pas pour faire carrière. En tout cas, un choix exprimé par le pape François. Et le cardinal Juan José Omelia, donc l'archevêque de Barcelone, lui a été créé cardinal lors du consistoire du 28 juin dernier, donc le dernier consistoire. On le voit ici sur ces images. Alors lui, donc vous nous en avez parlé à travers la question du référendum. Qui est-il d'un point de vue pastoral? C'est un Aragonais. Oui. Il est né, lui, en 1946, donc pas non plus tout jeune. Il a été archevêque auxiliaire, enfin évêque auxiliaire de Saragosse en 1996, puis évêque de Barbastro-Monzón, qui est un petit diocèse au nord de l'Aragon, avant d'être nommé évêque du diocèse de La Rioja, Logroño, Santo Domingo, Calahorra, et, à la surprise générale, archevêque de Barcelone en 2015. Et là aussi, c'est un choix assez habile, d'abord parce que ce n'est pas un Catalan, mais c'est un Aragonais, donc c'est quelqu'un de proche, et c'est quelqu'un très attentif à la priorité que le pape François a fixée à l'Église, aux périphéries, à l'action sociale. Et comme le cardinal Osoro, ils sont en train de transformer un peu l'image de l'Église, c'est-à-dire ils sont moins dans l'affirmation identitaire d'une Église qui veut peser sur la société qu'une Église qui se met au service de la société. Même si, sans doute, je durcis un petit peu les oppositions pour les besoins de l'explication. C'est l'évolution progressive de l'Église, une transition qu'elle est en train de vivre. Merci beaucoup, Benoît Pellistrandi, d'être revenu sur le plateau d'Église du Monde. On va suivre, bien sûr, ce qui se passe ces jours-ci en Espagne. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. On se dit à mercredi prochain. Au revoir.